Le mirage du lac. Après avoir roulé quelques instants ses réflexions dans son esprit, Canawish, dit-elle en s'adressant à l'impassible Indien, qui avait écouté la conversation précédente sans prononcer une parole. Que dis-tu des présages du canotier? Le sauvage sembla ne pas faire attention à cette demande et ne fit aucune réponse. Pourquoi la grande couleuvre ne répond-elle pas quand la fille des visages pâles lui adresse la parole? Il y eut un moment de silence. Enfin, le sauvage dans son langage remplit de figures. Le mirage du lac qui dort sur les genoux de la fleur des neiges est plus beau que le nénuphar blanc des grandes eaux. Le lac où se mirent la folle avoine et les roseaux du rivage est moins limpide que ses yeux, et son regard est plus brillant que l'étoile du soir. Ses lèvres sont deux grappes de fraises mûres, et ses dents sont des flocons de neige. Les lianes au printemps sont moins flexibles que sa chevelure. Aussi, quand la fleur des neiges contemple le jeune visage pâle, le sourire est-il sur ses lèvres, et ses yeux sont-ils pleins de larmes et de tendresse. La fleur des neiges serait-elle donc aujourd'hui lasse de la vie de son enfant? Ne sait-elle pas que pour évoquer celle que la jeune oreille du mirage du lac a entendue, et que ses yeux ont vue, il suffit de prononcer son nom? Oh, s'il n'y a que cela à craindre, reprit madame Houël en souriant. Tu peux parler. La dame au glaïeul n'est pas un esprit pour entendre du fond des bois la voix de la grande couleuvre, quand ses paroles parviennent à peine à l'oreille de la fleur des neiges. Puisque ma sœur le demande, reprit l'Indien, la grande couleuvre parlera. Mais si ces paroles évoquent la Machiskouéou, la fleur des neiges ne pourra s'en prendre qu'à elle seule. La fille des visages pâles ne craint rien. Son cœur est fort, comme celui de Chinépik. Quand la fleur des neiges saura que la Machiskouéou serait prête à mettre en liberté toutes les peaux blanches captives chez les Iroquois, pour pouvoir mettre la main sur l'enfant d'un chef des visages pâles, tel que le mirage du lac, son cœur sera-t-il aussi fort? À cette terrible menace, madame Houël tressaillit et pressa instinctivement contre son cœur le charmant enfant, qui, insoucieux du danger, dormait tranquillement sur ses genoux. Il ne parut même s'apercevoir de ce brusque mouvement, car le contact de cette douce main lui était connu. Et que peut craindre en effet l'enfant dans ce sanctuaire de l'amour maternel? L'hirondelle dans son nid, redoute-t-elle le vent ou l'orage? L'enfant entre les bras de sa mère, n'est-ce pas la fraîche goutte de rosée cachée dans la corolle du lys? Tant d'innocence et de pureté ne semble-t-elle pas devoir échapper au malheur? Un esprit. À peine madame Houël eut-elle cédé à ce premier mouvement, qu'elle rougit de sa faiblesse. Honteuse d'avoir un moment reculé devant une idée superstitieuse, elle ajouta d'un ton ferme. Auprès de la grande couleuvre et du canotier, la fleur des neiges ne tremble point pour les jours de son enfant. Mon frère peut parler. Tes deux amis sont prêts à donner leur vie pour toi, répondit l'Indien. Ils seront morts avant qu'aucun ennemi n'ose approcher de ton enfant. Mais qui peut lutter contre celle qui commande aux esprits? Le sauvage lui fit alors le récit de tout le merveilleux dont l'imagination indienne entourait la célèbre jongleuse. Souvent, le canotier, entraîné par son habitude de causer, l'interrompait pour raconter quelque nouveau prodige dont les Blancs enrichissaient la légende sauvage. La Machiskouéou, disaient les récits populaires, est en rapport avec le mauvais esprit. Sa puissance égale celle de la sirène aux cheveux tordus, qui révèle sur les rivages des mers du Sud les gisements déplacés d'or et des bancs de perles. Jamais on ne l'a vue de jour. On dit que dans les ténèbres, ses prunelles, d'un vert glauque, étincellent comme la braise, et que les lueurs sinistres et blafardes qu'elle lance fascinent comme le serpent ou l'abîme. Une rivière de cheveux, noire comme l'aile des huards, inonde sa tête toujours couronnée de fleurs de glaïeul, et jaillit en cascade jusque sur ses épaules. Son teint de cuivre, sa peau écailleuse, le rire sardonique qui crispe la lèvre violette font frissonner jusqu'à la moelle des os. Elle soulève à chaque pas une poussière d'étincelles bleuâtres qui voltige autour d'elle, profilant dans l'ombre d'étranges silhouettes. Salamandre incombustible, elle marche impunément à travers la flamme des brasiers, sans que les tisons osent mordre même les pans de sa robe. La brise nocturne,
Le nuage qui passe lui apporte, messager fidèle, le son de la voix de ceux qui l'invoquent. À son cri, les hiboux éveillés, écarquillant leurs fauves prunelles, sortent des crevasses des rochers et des ruines et répondent à son appel. À l'heure de minuit, elle descend sur une étoile filante ou sur un rayon de la lune et apparaît dans la nappe des cascades ou l'ombre des noirs rochers, sur le sable silencieux des dunes ou parmi les vapeurs des vallées. C'est l'heure qu'elle choisit pour accomplir ses mystères, car c'est l'heure où la brise s'endort dans la cime des arbres et où tout repose dans la nature. C'est l'heure où les feux follets dansent sur le gazon pâle des prairies, dans les clairières ou sur les eaux verdâtres des marécages. C'est l'heure où les chauves-souris effleurent les flots unis de leurs ailes diaphanes et se cramponnent de leurs ongles grêles à l'angle des rochers. C'est l'heure où l'on n'entend pour tout bruit que le coassement des grenouilles et des crapauds à l'œil fixe, et le funèbre des oiseaux de nuit. C'est aussi l'heure où la dame au glaïeul descend parmi les roseaux du fleuve, au bord des lagunes, pour cueillir les fleurs de glaïeul dont elle couronne sa tête, et pour faire ses invocations au grand Manitou. Quoiqu'aucun souffle n'agite l'air, on voit alors frissonner les tiges des algues et des aunes qu'elle écarte pour se plonger dans les eaux du fleuve. Et bientôt, on voit sa tête apparaître, comme un météore, parmi les joncs et les nénuphars. Au moment où la nouvelle lune se lève, de vagues et lointaines rumeurs, mêlées au coassement monotone des grenouilles, s'élèvent du sein des plantes aquatiques, voix surnaturelle qui semble surgir du fond des eaux. Incantation mystérieuse, d'abord indécise, puis se levant peu à peu et se prolongeant sur les flots en mélodie, tour à tour suaves comme des voix d'enfants, ou voilées comme la brise du soir parmi les alliés. Mais parfois aussi éclatante et terrible, comme le rugissement de l'ours blessé, ou comme le roulement du tonnerre ou des cataractes. Quelquefois aussi, quand l'ouragan des équinoxes rugit et tord la forêt par les cheveux, elle pose son pied, plus léger que celui des vaporeuses ossianides, sur l'écharpe des brumes dont la montagne enveloppe alors son épaule de pierre. On dit que pendant ces délires de la nature, on la voit voltiger sur la crête d'argent des vagues en écume, et qu'alors les éclairs déchirent les flancs des nuages en colère pour venir se tresser en auréole sur sa tête. Enfant, disent les vieillards, n'allez pas le soir, au lever de la nouvelle lune, sur les bords du fleuve. Tapis derrière la verte frange des roseaux, la dame au glaïeul guette les petits enfants, et ses chants fascinent et entraînent comme le regard du reptile attaché à sa proie. Oh, malheur à celui qui tombe entre ses mains. Le sort qu'elle lui réserve est plus affreux que celui du prisonnier, garrotté au poteau du supplice. Les tortures du feu, les éclats de bois enfoncés dans la chair, la cendre brûlante sur la tête scalpée, les colliers de haches rougies n'effrayent pas le guerrier au cœur fort. Il entonne son chant de mort quand ses ennemis déchirent sa chair en lambeaux. Mais la Machiscuéou invente des supplices autrement atroces. C'est au milieu d'horribles agonies de frayeur et d'épouvante qu'elle fait mourir sa proie. Et quand le cœur de la victime tremble et bat comme celui du lièvre timide, que ses cheveux se dressent sur sa tête, que ses yeux se dilatent de terreur, que ses lèvres livides frémissent comme la feuille du tremble, que ses dents s'entrechoquent dans sa bouche, que ses os craquent d'horreur, que ses membres frissonnent comme les lianes tordues par la tempête. Alors, la dame au glaïeul est dans l'ivresse, et elle savoure comme un chant ses lamentables gémissements, car elle entend la voix du noir esprit qui lui révèle ses secrets à travers les râles d'agonie et de désespoir.